Bon, eh bien, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir la personne qui a initié le cycle Penser la pandémie, donc qui est Arnaud Massé, et d'accueillir un philosophe. Je crois que c'est le premier philosophe qui intervient, si je me souviens bien, peut-être pas tout à fait. Bon, il y en a eu d'autres, alors ok, trois, oh là là. Bon. Mais on est tellement pluridisciplinaire qu'on ne voit plus tellement les disciplines. Donc, un philosophe qui va nous raconter, nous dire comment la pandémie nous amène-t-elle à reconsidérer l'idée même d'un partage entre nature et société, un sujet d'ailleurs qui a été à la racine aussi de penser la pandémie. Arnaud, à toi de jouer. Eh bien, bonjour, on m'entend bien? Ok, merci. C'est un plaisir d'être là parmi vous. Je vais essayer, il y a eu beaucoup de philosophes qui sont intervenus déjà, mais je vous renvoie au programme que vous retrouvez sur le site de la MSHE. Penser la pandémie Bourgogne-Franche-Comté. Il suffit de taper ça sur Google ou sur son moteur préféré pour retrouver tout le programme. Donc aujourd'hui, je vais essayer de passer par la profondeur historique qui est la mienne, puisque je suis en effet avant tout spécialiste d'Antiquité, pour euh, voilà, ouvrir cette perspective dans nos débats actuels. Et pour me mettre dans l'actualité, je vais partir d'une déclaration de notre prix Nobel d'économie, Esther Duflo, sur France Inter, il y a quelque temps, le lundi 15 février 2021. Et je mets sur cette première slide sa leçon numéro 1, puisqu'elle nous dit le bouleversement est tellement total, donc lié à cette pandémie, que c'est difficile de retenir une grande leçon, mais s'il faut en retenir deux, c'est que parfois la nature est plus forte que nous, c'est moi qui ai mis en gras, et ça, c'est quelque chose qu'en tant qu'humain, on a beaucoup de mal à voir. J'espère que cette leçon restera avec nous parce qu'il y aura d'autres catastrophes, notamment climatiques, si nous ne faisons pas un effort pour les éviter. On savait qu'un jour ou un autre, il y aurait une pandémie et pourtant, on ne s'est pas préparé. J'ai souligné ça aussi. Donc, on va retenir l'idée que la nature est plus forte que nous dans ce qu'elle nous dit et qu'on a manqué de préparation. Ça, c'est la première des leçons. Deuxième leçon. La deuxième leçon, c'est le rôle de l'action publique, que ce soit l'action des gouvernements à l'intérieur des pays ou la collaboration internationale. Ça aussi, c'est quelque chose qui s'est un peu oublié au fur et à mesure des décennies. On a un peu adopté le slogan réganien que la solution, c'est pas le gouvernement qui est le problème. On s'est bien rendu compte dans cette pandémie que ce n'est pas le cas. On a besoin d'une action publique forte, donc de sociétés démocratiques fortes. Donc, je retiens d'elle la force de la nature, le besoin de la force de la société, et puis la question de la préparation. Alors, en faisant cela, elle s'est parfois attirée des commentaires sur les réseaux sociaux et qui pouvaient parfois venir d'un point de vue qui est celui que notamment Bruno Latour avait exprimé. Il l'a exprimé souvent, mais j'ai été chercher une façon dont il l'a fait dans un entretien avec Baptiste Morisot et Pierre Charbonnet dans la revue Tracé en 2017, où justement Latour essaie d'expliquer qu'il vaut mieux éviter le mot employé par Esther Duflo quand on veut parler de ces choses-là. Pourquoi? Il y a un article de Patrick Giraudot sur la mort de la nature aussi, on pourra y revenir. Depuis Politique de la nature, dit Bruno Latour, j'avais essayé de montrer à quel point cette notion de nature, qui n'est que la moitié de l'ensemble nature-culture, comme nous le savons tous aujourd'hui, avait pour effet de dépolitiser l'écologie. On se dit, le reproche est dur à faire à Esther Duflo, qui ne semble pas vouloir dépolitiser. Elle veut des sociétés démocratiques fortes. Que veut-il dire? Ce qui nous frappe tous, je crois, c'est que l'on peut enfin parler des bactéries, des loups, des champs, du sol, de l'air, du climat, des vers de terre, des neurotransmetteurs, si j'ose dire, librement, c'est-à-dire sans qu'il s'agisse aussitôt de nature, et donc, dit-il, forcément de quelque chose d'où l'humain en tant que sujet autonome serait absent ou qui menacerait son autonomie.
Donc, j'ai essayé de rassembler sur cette diapositive le conflit sur l'usage du terme nature qui apparaît dans si je rapproche, ces deux déclarations. Du côté d'Esther Duflo, on a l'impression que la mobilisation de ce terme lui sert à penser une condition pour la préparation. Elle veut parler de la force de la nature pour nous rappeler qu'il y a là une puissance dont on avait peut-être oublié les effets. Une puissance face à laquelle il faut des institutions démocratiques fortes. Il faut, on pourrait dire, la force de la démocratie et de ses institutions soit à la hauteur de cette force qu'est la nature, l'équilibre des forces, pour ainsi dire, et la réponse sociale qui soit à la mesure de cette force naturelle doit être la préparation. Alors, est-ce que faire usage de cette catégorie fonctionne bien pour penser ainsi la préparation, ou bien est-ce que ça nous amène, c'est ce que semble dire Bruno Latour, à une dépolitisation de l'écologie, puisque la nature, ce serait ce qui est toujours pensé comme l'autre de la société humaine. On pourrait ajouter, et c'est ce qu'a fait aussi Patrick dans son article, que cette altérité-là est illusoire, qu'elle n'existe plus à l'âge anthropocène où les activités sociales de l'homme ont profondément transformé les écosystèmes. Donc, une altérité réifiée, illusoire, qui risque en outre, au pire, et c'est ce que Bruno Latour a beaucoup regardé dans Politique de la nature, qui risque de mobiliser, voilà, il y a toujours le risque qu'on mobilise cette extériorité pour court-circuiter le débat démocratique, lui imposer des solutions technicistes, de l'expertise qui coupent le débat. Alors, ce problème étant posé, on pourrait dire que la pandémie qui nous intéresse dans ce séminaire, qui nous affecte, doit être pensée comme un événement symétrique. Je reprends volontairement le terme posé par Bruno Latour. Et on pourrait dire ici que cette symétrie, qui romprait l'opposition de la nature et de la société pour nous amener à penser son enchevêtrement, je devrais le penser de deux côtés, symétriquement. D'un côté, une visibilité inédite de l'inscription de la société dans la biocénose. Et on comprend, même si à ce moment-là on le traduit, que Esther Duflo, c'est pour ça qu'elle dit que la nature est plus forte que nous. Pourquoi? Il y a une visibilité de quoi? Il y a un bouleversement mondial des agencements sociaux, économiques, politiques suite au franchissement d'une barrière d'espèces par un virus. Nous vivons désormais une vie rythmée par l'histoire évolutive d'un virus à laquelle, en tant que côte, réservoir, nous contribuons désormais. On pourrait même dire que l'interaction sociale est, pour ainsi dire, traduite dans le langage de la transmission virale, comme si elle était marquée au bleu de méthylène. On pourrait dire que l'intériorité sociale est ainsi retournée en extériorité physique, puisque nous sommes, à travers chacune de nos interactions sociales, les porteurs et les transmetteurs du virus. Donc, visibilité inédite de l'inscription de notre société dans l'ensemble interagissant des vivants, puisque ce petit virus est venu depuis sa forêt, probablement, jusqu'au fond de nos chambres. Est-ce que, symétriquement, il y a une visibilité accrue de l'effet des sociétés humaines sur l'ensemble du système, puisque pour tenir la symétrie, il faudrait qu'on fasse ainsi tourner l'ensemble de ces causalités. Alors, peut-être que ça, dans le débat public, c'est moins, on y a contribué. Les présentations de Patrick et de Jean-François aussi Guégan dans ce séminaire ont certainement contribué à faire apparaître le rôle de la démographie, de l'élevage, de la déforestation dans l'apparition des zoonoses. Je vous renvoie à l'enregistrement de séance, mais il est possible que dans le débat public, cette partie de la conscience de l'événement symétrique soit en retard sur l'autre. Admettons. Et en tout cas, cet enchevêtrement des puissances d'agir, de réagir, de choses qui s'entraffectent, suppose certainement une nouvelle description du monde. Alors nouvelle par rapport à quoi?
j'ai mis sur cette diapositive le naturalisme critiqué notamment par Latour, et enfin, qui a été pour lui significatif des modernes, même si ce n'était que ce qu'ils faisaient dans leur discours et dans un affichage qui, en réalité, couvrait d'autres opérations. Mais admettons, voilà, j'ai pris un bon exemple, je crois, Karl Levitt, dans le texte Le sens de l'histoire, exprimant lui-même ce qui, à ses yeux, caractérise la modernité européenne, c'est-à-dire la dislocation moderne du monde unique en deux mondes tout à fait différents, coupure doublée d'une séparation corrélative dans le savoir entre le monde des sciences modernes de la nature et un monde humain historique, le monde des sciences historiques de l'esprit. Face à ça, j'ai mis une sorte de nouvelle ontologie suggérée par Bruno Latour à partir de sa lecture de l'ouvrage de Lovelock, Homage to Gaia, 2001, et dont il tire les leçons dans Face à Gaia en 2015. À la place de cette ontologie de la dislocation, nous aurions affaire à des zones critiques constituées de réseaux d'agents multiples, aussi bien naturels que sociaux, qui entrent dans l'étonnante connivence entre des puissances d'agir autrefois distinctes. Donc, notre pandémie, depuis les forêts, les chauves-souris, qui ont peut-être probablement abrité notre virus jusqu'à nos agencements sociaux, mêlent indissociablement des choses qui agissent et réagissent les unes sur les autres avec l'étonnante connivence qui relie ces puissances d'agir autrefois distinctes, si par autrefois on entend la façon dont pouvait les ranger Karl Levitt. On a affaire à un échange des formes d'action par la transaction entre des puissances d'agir d'origine de formes multiples au sein de la zone métamorphique, c'est-à-dire que ces choses qui agissent et interagissent les unes sur les autres sont capables de se prendre pour objet réciproquement. On l'a vu tout à l'heure dans la slide sur la symétrie, où je peux à la fois penser la manière dont des agencements sociaux, des décisions économiques, des modes de production ont pu y affecter l'écosystème et la façon dont celui-ci a renvoyé un virus au sein des agencements sociaux qu'il avait modifiés. Donc, c'est ça cet échange des formes d'action, c'est-à-dire que je passe d'un pôle actif à un pôle passif dans une zone métamorphique. Et, par ailleurs, par contre-coup, les agents sont transformés au fur et à mesure qu'ils transforment les autres. La connexion des puissances d'agir est posée sans recours préalable à la totalité. Ça, c'est un aspect aussi de ce que Latour trouve chez Lovelock, cette idée, mais alors il y aurait une discussion approfondie à avoir sur cette question, est-ce qu'on a besoin de supprimer l'idée de totalité pour pouvoir penser l'enchevêtrement? C'est quelque chose auquel je reviendrai dans le développement historique qui va nous amener en Grèce ancienne, parce qu'il va falloir y aller tout de même. Je voudrais juste, encore une fois, avant de rentrer dans l'enquête historique, poser quelques jalons liés à l'anthropologie contemporaine, et vous voyez, le mot d'histoire va arriver en bas de ma slide. Je voudrais justifier le fait de me tourner vers cette profondeur historique à partir de la situation contemporaine de l'anthropologie. Et là, je prends quelques points que vous retrouvez dans l'introduction au volume de Charbonnier, Scafiche et Salmon, Comparative Metaphysics, Ontology After Anthropology, en 2017. Qu'est-ce que le tournant ontologique de l'anthropologie? C'est celui qui définit son objet en considérant que chaque collectif humain est le producteur d'une manière propre de déterminer, de distribuer ce à quoi il reconnaît une existence. C'est ça qu'on va appeler une ontologie. L'anthropologie serait alors l'étude de l'ensemble des manières de construire de telles ontologies à partir de la diversité des relations pratiques qu'entretiennent des collectifs humains avec leur environnement, avec les non-humains. Cette conception ontologique de la tâche de l'anthropologie s'adosse favorise un pluralisme ontologique, ce qui veut dire que on ne va pas accorder de privilèges
à certaines catégories, comme celles qui ont accompagné le développement des sciences occidentales, par exemple celle de nature, en la plaçant hors distribution. C'est une catégorie qui a pu être présentée comme même devant être posée dans son universalité pour permettre l'enquête anthropologique, la nature humaine placée par-delà la diversité des cultures, mais et avec aussi une ambiguïté entre nature totale et nature de l'homme, loi de la nature, nature humaine, nature individuelle, qu'il faut renvoyer à une histoire spécifique. Donc, c'est ça le pluralisme ontologique, il n'y a pas de cadre qui puisse s'excepter de la distribution mentionnée à l'alinéa précédent. Mais alors, cette catégorie de nature qui va être traduite dans les termes suivants, celle de la répartition des êtres et des phénomènes entre l'universalité des lois de la nature et la contingence des productions humaines, doit être reconnue comme un agencement particulier, fruit d'une histoire particulière. Et c'est pour ça que nous devrions faire attention à ce terme aujourd'hui. Alors, ce que je voudrais vous présenter ce soir, c'est l'idée que cette histoire, d'abord une histoire, elle n'est jamais tout à fait écrite, avant qu'on ait été vérifié, et que l'enquête historique sur le naturalisme à travers les cultures et les cultures scientifiques qui nous ramènent jusqu'en Grèce ancienne pourrait nous faire découvrir un autre visage que celui d'un naturalisme défini comme répartition des êtres et des phénomènes entre l'universalité des lois de la nature et la contingence des productions humaines, un autre visage du naturalisme qui relativiserait celui-ci. Et dès lors, ça nous ferait revenir d'une manière différente sur le débat dont on est parti sur l'usage de cette catégorie. Donc, c'est là-dessus que je vous propose d'entrer. Là-dedans que je vous propose d'entrer. Je vais m'autoriser de la déclaration, c'est un peu facile, je sais, de la déclaration de Philippe Descola, page 99, de Par-delà nature et culture. Tout commence en Grèce, comme d'habitude. Ce que je voudrais vous montrer, en remontant un tout petit peu en Grèce, c'est que le naturalisme, je vais le mettre entre guillemets maintenant, ce naturalisme qui serait défini par la répartition des existants entre l'universalité de la nature et la contingence des productions humaines. Ce naturalisme des modernes y paraît. Je vais montrer qu'il paraît, il est là en Grèce ancienne, et il est même très très bien constitué, mais secondaire. Il est secondaire par rapport à d'autres formes de naturalisme. Voilà. L'idée indigène de la nature, elle, nous allons devoir la construire notamment à partir des observations botaniques. Et là, il y a un livre fondamental, c'est celui d'Harald Palzer, Physis Grundlegung zur einer Geschichte des Wortes, où il montre, alors il y a toute une histoire de ce livre, hein, c'est une habilitation qu'il a soutenue juste après la guerre, et ce sont des étudiants à lui qui, sur le tard, ont pris la machine à écrire pour la publier en 1993. Il fait le tour de tous les usages de fusis, fuo, fuomai, fué dans la littérature archaïque. Il montre que tous ces verbes, tous ces mots, tous ces substantifs grecs sont liés de prime abord à l'expression de la croissance végétale. Il montre comment cette croissance est pensée comme un processus à la fois continu et discontinu, où la discontinuité apparaît sur le fond de la continuité. Et à partir du moment où on a cette analyse philologique forte de Palzer, ça ouvre un continent d'études des analogies végétales. On voit que le végétal joue un rôle fort de matrice analogique. Il y a la thèse d'Alessandro Buccheri, dont je vous ai mis la référence, le livre, j'espère, sortira avant la fin de l'année. Penser les hommes à travers les plantes, image végétale de l'humain en Grèce ancienne, 8e au 5e siècle avant notre ère. Lui, il traverse les textes poétiques. Il montre comment les images végétales tournent autour d'un certain nombre de schèmes, des schèmes de, alors la prise de consistance à partir d'un état liquide, le débordement de la sève. Donc, ça permet de penser la formation de choses à partir de choses liquides, et puis le débordement de ceci. Il montre comment ces schèmes travaillent la poésie archaïque, et puis il
il montre aussi progressivement, à travers le vocabulaire médical, comment ces analogies et ces images vont passer dans le discours scientifique. Donc, à partir de là, je voudrais que nous commencions à aborder une autre histoire possible du naturalisme. Pour cela, je nous redonne les quelques cadres que nous a offert Philippe Descola. Donc, ça, je reprends son tableau bien connu, il est page 176 de Part de la nature et culture. Cette idée qu'il y a 4 analogies fondées sur la variation de critères simples. Donc, on peut partir par exemple de l'animisme qui fait que des collectifs pensent ressembler par l'intériorité à l'ensemble, un ensemble de non-humains, tout en ayant des corps de nature différentes, des physicalités. L'analogisme qui, lui, pense qu'il y a double différence, donc nous sommes différents par l'intériorité et par la physicalité, mais on va organiser ça dans un système d'analogie. Le naturalisme, on l'a déjà présenté, qui serait justement celui qui nous amène à nous penser différents, singuliers par l'intériorité sur la base d'une appartenance à une corporéité définie de la même, par la ressemblance avec les autres existants. Et puis le totémisme par une double ressemblance par l'esprit et par le corps. Ça, c'est la définition synchronique. Moi, je vais avoir besoin de mettre ça dans une évolution. Et je m'appuie sur des choses qu'on a fait, on les lui a pas arrachées, mais on a fait dire à Descola une diachronie, plus peut-être qu'il ne le faisait dans l'ouvrage de 2005, dans cet entretien, dans l'ouvrage qu'on avait édité avec Stéphane Haber, Notre nature si singulière, un entretien avec Philippe Descola. Et dans cette page 33 que vous retrouvez dans l'ouvrage en question, on est parti de... Là, il décrit le totémisme et l'animisme comme 2 blocs de départ. Et puis l'animisme, comme ce à partir de quoi, par évolution ou involution, se produisent les 2 autres analogies, les 2 autres ontologies. On voit bien que l'opérateur, pour passer à ce moment-là de l'animisme à l'analogisme, caractéristique des civilisations indiennes, chinoises, grecques, c'est l'accroissement du différentiel psychique. On a déjà des différences corporelles, des physicalités importantes. Le fait qu'on perde la ressemblance et la croyance à avoir affaire à d'autres êtres sociaux quand on a affaire avec des non-humains, et la ventilation de ces différentiels-là, sous l'effet peut-être du développement de nouvelles pratiques, pastorales, etc., par rapport aux pratiques de chasse et de cueillette, par exemple, nous amène à devoir faire unité de cette nouvelle diversité de nouvelles manières. Donc, par des analogies qui vont amener à remarquer que des êtres différents pourraient être faits en fait de combinaisons de qualités identiques. Et dans cette page 33, Philippe Descola va assez loin dans la reconnaissance d'un point fondamental de continuité entre l'analogisme et la science moderne, à partir du moment où l'analogisme fait fond sur l'universalité des qualités, dont les combinaisons font les substances, et sur la régularité des effets produits par ces mêmes combinaisons. Donc, si on accepte cette vision diachronique, j'ai un certain nombre de problèmes qui vont se poser, que j'ai appelé mes énigmes diachroniques. Et ça va nous projeter en Grèce ancienne assez vite. Mon premier problème, c'est que le naturalisme suppose que l'analogisme soit travaillé par un mouvement d'approfondissement de la ressemblance des physicalités. Donc, ce qui est étonnant déjà, c'est que on a ruminé l'anémisme, on en a fait un analogisme par l'accroissement des différences, mais il faudrait donc que l'analogisme soit lui travaillé par un mouvement, d'accord, d'approfondissement de nouvelles ressemblances, un mouvement d'approfondissement de la ressemblance des physicalités, sur fond duquel la différence des intériorités puisse croître, puisque c'est cette rupture des intériorités dont aurait besoin le naturalisme, entre guillemets, le naturalisme que nous cherchons.
Or, moi j'ai un premier problème en travaillant sur des textes grecs, c'est que le mécanisme d'accroissement des ressemblances en régime analogiste travaille sur les deux plans. Ça, on va pouvoir le constater. Alors, j'ai mis une petite équation. AEL, c'est le traité Hérolieu d'Hippocrate, et dans lequel on va pouvoir s'apercevoir qu'est-ce que c'est que les natures des choses et des gens, pour les gens, pour les anthropoïdes, pour les êtres humains, eidos plus ethos, ça veut dire que leur physicalité, leur eidos, et leur caractère, leurs mœurs, sont des composantes de ces natures variées, infiniment variées, mais que l'analogie permet de ramener à la ressemblance. Donc on voit mal où l'outil pour produire l'approfondissement de la ressemblance des physicalités et préparer la singularisation des intériorités se trouverait dans l'analogie. C'est dans l'analogisme que doit monter ce nouveau naturalisme. Alors, je vois bien que pour s'en sortir, il faut dire, bah non, bah cette rupture des singularités, elle va venir une fois l'analogisme ayant mûri toutes ces ressemblances à tous les étages, et il y a un moment où ça craque. Et où, du coup, le naturalisme dont on parle viendrait au moment de ce craquement. Alors moi, mon autre problème, c'est que le naturalisme, entre guillemets, il existe depuis longtemps en régime analogique. J'en ai un très très bel exemple, je vous l'ai mis à droite, là, avec Antiphon, au 5e siècle. Regardez. Donc lui, affirmation de l'universalité de la nature humaine contre la variation des cultures. Regardez, par nature, nous naissons tous semblables en tout, les barbares et les Grecs. Il est opportun d'observer que ce qui est par nature nécessaire à tous les hommes, tous en effet nous respirons dans l'air avec notre bouche et avec notre nez, tout comme nous mangeons avec nos mains et nous rions quand nous sommes joyeux. Nous pleurons quand nous sommes affligés, nous recevons des sons par les sens de l'ouïe, nous voyons par le moyen de la vue grâce à la lumière du jour, et nous travaillons avec nos mains et nous marchons avec nos pieds. Mais, à côté de ça, il a une reconnaissance, je ne dis pas que c'est aussi beau qu'au début de l'anthropologie structurale, mais il reconnaît qu'il y a deux contraintes différentes dans le naturel et dans le social. Et que, regardez, si vous violez une règle naturelle ou si vous violez une règle sociale, selon que vous allez vous attaquer au fusis ou au nomos, à la fusis ou au nomos, vous n'allez pas être soumis aux mêmes conditions de sanction. En revanche, si on viole au-delà du possible les règles naturelles établies par la nature, même si c'est à l'insu de tous les êtres humains, donc la visibilité comme condition de la sanction sociale, le mal n'étant rien moindre, et alors voilà, et il n'est pas plus grand si tous le voient. Ce n'est pas en effet selon l'opinion que cela nuit, mais selon la vérité. Enfin, le dernier extrait. Si donc quelqu'un transgresse les dispositions légales à l'insu des dieux qui ont conclu l'accord, il échappe à la honte et à la peine, mais si on le remarque, non. Donc, l'égalité sociale soumise à la perception sociale. Si je commets l'inceste ou un autre crime sans être vu de personne et sans être jamais pris, pas de sanction sociale. En revanche, si je tente de me jeter du haut de l'immeuble, même si personne ne me voit, la sanction naturelle sera immédiate. Il est naturaliste, hein, il a de bons critères pour séparer le nature et le social, la contingence des productions légales humaines, qui impose des directions arbitraires à nos bras, au son que nous proférons, à nos mains, alors que la nature et nos physicalités savent très bien ce qui les avantage et ce qui leur nuit. C'est ça ce qu'il appelle la letheia, la vérité. Bon, j'ai donc tout un réseau de problèmes diachroniques. Et là, je dois ouvrir la profondeur de l'analogisme naturalisant pour commencer à nous amener vers la rencontre d'un autre naturalisme. Et j'ai besoin là de travailler sur ce concept d'analogie qui est ce sur quoi repose la fonction identification au sein de cette analogie et de sa multiplication des différences. L'analogie, je voudrais montrer là, elle est plus que ce vieux concept dont parlait Foucault dans Les mots et les choses, hein, ce vieux concept déjà familier de la science grecque et de la pensée médiévale, décrit par Foucault comme une clé de la science et de la médecine renaissance, à l'image d'un Césalpin
qui, se saisissant de l'ancienne analogie entre la plante et l'homme, la plante comme animal inversé, la tête en bas, la ravivait en la retournant. C'est d'en bas que monte aussi la nutrition chez l'homme. La plante est donc un animal debout. Et le page 36-37. Dans un volume à paraître que nous avons coordonné avec Sarah Carvalho et auquel Aliénor aussi a contribué, nous avons entrepris, dans la suite des analyses que j'ai mentionnées, celle d'Alessandro Boccheri, qui participe aussi à ce volume en venant sur le terrain médical montrer comment les médecins font usage des ressources, des schèmes végétaux tirés de la tradition poétique pour arriver à penser des phénomènes de prise de corps, de production du solide à partir du liquide, et donc des processus. Et c'est là-dessus qu'on a voulu insister. J'ai parlé là de réplication fonctionnelle, l'analogie, processus. C'est pourquoi donc l'analogie est plus qu'un outil macroscopique d'identification de ressemblances parfois superficielles. Alors je ne dis pas que c'est le cas de ces alpins, il y a un processus inversé ici, chez ces alpins aussi. Donc, au-delà de certaines analogies médiévales dont parle aussi Foucault dans Les mots et les choses qui font des ressemblances extérieures la clé de déchiffrement d'herméneutique du livre du monde, avec nos médecins anciens, nous plongeons dans le repérage de processus similaires. Comme dit le traité de la nature de l'enfant, la croissance de l'embryon et la croissance de l'arbre sont en tout point identiques. Ce qui montre bien que vous êtes dans une analogie de processus, parce qu'il ne vient absolument pas à l'idée de ce médecin de nous dire que la morphologie de l'arbre et de l'enfant serait le même, que la fucis au sens de nature de l'enfant, la fucis est très polysémique. Dans ce passage du traité de la nature de l'enfant, ça ne veut pas dire les caractères, ce que ça peut vouloir dire parfois, mais le processus de la croissance. Alors, moi, dans le volume que je mentionne, j'ai regardé en particulier ce texte d'Anaximandre que je vous ai mis là, dans lequel, justement, on voit le caractère processuel de l'analogie. Il dit aussi, donc il est en train de parler de la naissance de l'univers, il dit aussi que le germe du chaud et du froid, qui provient de l'éternel, de la Peiron, le principe infini de la cosmologie d'un infiniment, dont naissent peut-être une pluralité d'univers, il se détache lors de la génération de ce monde-ci, ce cosmos-ci. À partir de lui, une sphère enflammée pousse autour de l'air qui encercle la Terre. Donc la Terre, elle est en phase de formation, la cosmique. On a de l'air, une polarisation de l'air froid et de l'air chaud qui encercle la Terre. Et nous avons une sphère enflammée qui pousse, donc périphénae. On a la croissance de quelque chose de végétal, comme l'écorce autour de l'arbre. Et lorsque celle-ci se détache et se referme pour former des cercles, ce sont le Soleil, la Lune, les astres qui viennent à l'existence. On a aporegnumie, là, c'est se détacher. Il y a deux phénomènes végétaux qui sont utilisés ici. La croissance de l'écorce autour d'un arbre et le détachement de celle-ci, observé sur un certain nombre d'essences d'Antiquité, qui lui sert à penser comment ces cercles de feu vont devenir l'intérieur des orbites célestes, qui, entourés de brume, seront les roues des astres et dont nous percevons par des trous, comme dans des flûtes, les émanations. Voilà. Sa cosmologie, est-ce qu'elle est? Mais ce qui m'intéresse, c'est que l'analogie, c'est de prouver que cette analogie, elle est fonctionnelle, elle est morphogénétique. C'est-à-dire que on a des tas de problèmes dans le commentaire sur ce fragment, c'est un témoignage en réalité, sur ce témoignage, si on essaye de penser immédiatement une analogie morphologique. L'arbre, c'est un cylindre, et je dois penser une sphère de feu. Alors, les commentateurs sont partis sur l'idée, ah, mais attention, Anaximandre, il a pensé la Terre comme un cylindre qui soit plus large que haut d'un tiers, comme un tambour de colonne de temple grec. Du coup, on retrouverait cette histoire de cylindre plutôt que de sphère. Mais en attendant, le texte nous parle bien d'une sphère et on doit penser le détachement de cette sphère en cercle concentrique.
il n'y a pas moyen d'en faire un cylindre. Et au fond, c'est beaucoup plus simple de penser que l'analogie, elle est fonctionnelle, elle est processuelle, que l'analogie, c'est celle de la pousse, de la croissance, du détachement. C'est une sphère de feu qui a poussé autour de quelque chose de sphérique, exactement comme l'écorce pousse autour de quelque chose de cylindrique. Les formes que ça prend dépendent du processus lui-même. Donc on peut penser l'identité de processus à travers des choses morphologiquement différentes, mais dont la morphologie découle du processus. C'est morphogénétique. On peut voir que ça marche si on va voir la façon dont l'embryologie du traité de la nature de l'enfant emprunte des images végétales qui peuvent être utilisées pour penser le cosmos, mais qui vont pouvoir être pensées pour penser le développement de l'embryon dans le ventre de la mère. Je ne vais pas passer trop de temps sur ce tableau pour tenir la distance, mais je vous ai mis un petit tableau. Donc, vous avez ce premier fond, on pourrait dire, de naturalisme processuel, réplication par l'analogie de l'identité des processus. Vous avez maintenant la démultiplication des natures et des puissances d'agir et de pâtir. Vous allez voir que ça commence à ressembler furieusement au sol sur lequel la tour est retombée avec Gaïa. AEL, donc c'est le traité R au lieu, AM, c'est l'ancienne médecine. Là, je vous ai fait un petit relevé qui est que de la moitié du traité de R au lieu, donc peut-être le plus ancien de la collection hippocratique, vers 450 avant Jésus-Christ. On est peut-être un petit peu avant les écrits d'Antiphon, que j'ai utilisé tout à l'heure. Et c'est le traité dans lequel on s'accorde à trouver la première expression en général de l'opposition entre physis et nomos, entre nature et convention. Donc je veux vous dire qu'elle est secondaire par rapport à des naturalismes plus profonds. Le naturalisme de l'analogie processuelle que j'ai présenté juste avant, et puis celui-ci maintenant, celui qui démultiplie les natures, accordant des natures à plein de choses. La nature, c'est toujours la nature de quelque chose. La nature des cavités, par exemple. À tel ou tel endroit, les gens ont des natures, la nature de leur cavité interne, qui intéresse le médecin, qui seront de telle ou telle nature, c'est-à-dire dans tel ou tel état. Nature des femmes, nature des habitants des villes faisant face au vent froid, nature des habitants de régions aux eaux stagnantes, nature qui profiteront de l'absorption d'eau de source plus que d'autres, nature de l'eau avant congélation, l'ensemble de ces caractéristiques avant congélation qu'elle ne retrouvera pas forcément en fondre la glace, c'est là-dessus ça qui s'intéresse, nature d'une vessie, chauffée plus que de nature par certains phénomènes, l'humidité de la nature des femmes, les natures flegmatiques, très beau passage du chapitre 12. Je dis que l'Asie diffère au plus haut point de l'Europe par la nature de toute chose. Ce mot, la sympanton, est très important dans la pensée présocratique. Il est au début des fragments, probablement du livre d'Anaxagore, peut-être au début du macrocosmos de Démocrite. Et regardez, la nature de toute chose, aussi bien des plantes qui poussent du sol que les hommes. Tout a une nature. Et tout ce qui a une nature, c'est tout ce qui est capable d'agir et de pâtir, enchevêtrement des choses capables d'agir les unes sur les autres et de subir les effets des unes des autres, et ces natures sont transformées par ces interactions. C'est plastique, la nature. Nature des habitants de l'Asie qui ressemble à celle du printemps, il n'y a pas d'excès, chapitre 12. Au chapitre 13, la nature du pays lui-même, le pays d'Asie, à droite des levées d'été du soleil jusqu'à Palus Néantide, la fusine de la Corée. Nature variée des hommes de ces contrées, comparée aux divers types de paysages. Il y a autant d'hommes qu'il y a de types de paysages. Certains sont chevelus, certains sont secs comme des plaines, etc. Toutes sèches. On est en plein analogisme, on a une diversité de natures. Elles sont néanmoins explicables par des combinaisons d'éléments identiques à l'intérieur de chacune des natures. Elles sont meubles, elles interagissent toutes les unes avec les autres. J'ai pas mis de relevé équivalent pour le traité de l'ancienne médecine, mais dans lesquels vous verriez un usage très intéressant du concept de dynamisme avec Fuchsis. Donc, chaque chose a une nature, chaque chose que l'on ingère a une nature, chacun a une nature plus ou moins forte, plus ou moins faible. C'est des capacités d'agir et de pâtir, les natures. Donc, la santé, c'est quand votre nature, donc l'ancienne médecine, c'est un traité un petit peu plus tardif, la fin des derniers quarts du 5e siècle, dans lequel on va voir que des choses
ont une nature, c'est-à-dire un niveau, une force, une capacité d'agir et de pâtir plus ou moins forte. Et nous sommes en bonne santé, par exemple, tant que ce que nous ingérons a une capacité qui peut être dominée par notre capacité à nous, et nous sommes malades quand la capacité de l'aliment dépasse notre fustice. Bien. Alors, c'est un naturalisme qui relativise le naturalisme, là encore. Et je vous ai gardé, il faut que je me dépêche un petit peu, cet épisode des macrocéphales du chapitre 14, qui est magnifique. C'est le chapitre dans lequel apparaît la différence nature-société, nature-convention en Grèce ancienne, et regardez comme c'est une distinction intéressante, mais qui ne prend sens que sur le fondement du naturalisme des natures-puissances. Donc on rentre dans la partie ethnologique à partir de 14, le médecin itinérant, on va parcourir des pays pour prendre la mesure des facteurs environnementaux qui à chaque fois vont vous permettre en tant que médecin d'anticiper la nature des gens, c'est-à-dire leur état, l'état de leur cavité et les maladies qu'il faut vous attendre à soigner à chaque changement de saison. Chapitres 12 à 24 vont vous produire une double généalogie de la morphée, donc la physicalité, et l'éthos, l'intériorité des habitants de l'Asie, chapitre 12-16, de l'Europe 17-23, la double source de la nature et de la coutume, pouvant agir sur les deux types de propriétés. Donc ça ne fait pas scission entre l'intérieur et l'extérieur, nature et coutume agissent aussi bien sur la morphée que sur l'éthos. Et ils manifestent ensuite des tas de variétés du point de vue de leur intériorité et de leur physicalité. Alors, ce qui est magnifique avec les macrocéphales, c'est ce peuple, qui aime les grandes têtes, les têtes allongées. Donc, quand leurs enfants ont encore nouveau-né le crâne meuble, eh bien, ils leur mettent des bandages, ils les massent pour leur allonger la tête. Tel est à l'origine ce que produisait la coutume, leur nomos, de telle sorte que sous l'effet de la contrainte, leur nature est devenue telle. Magnifique. Alors, on pourrait rentrer dans la théorie particulière de la semence qui leur permet d'avoir une forme d'hérédité des caractères acquis. Et donc, la contrainte a rendu leur nature telle. Et dès lors, la nature collabore avec la coutume, vous voyez, dans la mesure où cette forme est passée dans la nature. Donc, ce n'est pas une opposition. Vous voyez comment leur naturalisme, entre guillemets, n'est qu'une option par rapport à un naturalisme plus fondamental, celui des natures enchevêtrées, qui peuvent agir les unes sur les autres et se modifier. Et donc, ce que vous appelez race sociale, là, ou convention, est passé dans la nature, il n'y a pas de problème. Alors, avec néanmoins, vous voyez, quelque chose qu'on trouverait comme un naturalisme rémanent au sens naturalisme entre guillemets, ce que j'appellerais naturalisme séparatiste. On voit à la fin que les rencontres entre les peuples ont fait que, alors j'imagine qu'au gré de mariage, les hommes ou les femmes macrocéphales osent moins ou font plus opposer d'objections peut-être violentes de la part de leurs époux venus d'autres cultures. Leur coutume n'est plus aussi forte qu'elle l'était, du fait de la fréquentation accrue avec les autres hommes, et dès lors aussi les têtes d'enfants se sont mis, de manière peut-être plastique, à revenir à davantage de spéricité. Bien, donc je commence à arriver à mes conclusions, il est temps. Si on a commencé un tout petit peu. Oui, ça va, je ne suis pas trop en retard. Alors, l'hypothèse que je vous propose, c'est que la modernité, ce qu'on appelle la modernité, est peut-être la corrigation d'une couche tout à fait superficielle. Je voudrais, pour cela, dire à la fois que la persistance de l'analogisme fonctionnel, processuel, au moins jusqu'à la première modernité, c'est ce que notre volume avec Sarah montre, je crois. Les analogies qu'on a trouvées chez le médecin hippocratique, on les voit perdurer jusqu'au XVIIe siècle. En médecine, dans la pensée du végétatif, de la croissance, des tissus, de l'embryologie. Mais on pourrait, et là je renvoie à ce volume que nous avions coordonné avec Vincent Bourdeau, La nature du socialisme, pensée sociale et conception de la nature au XIXe siècle, où qui, en miroir du volume fait avec Stéphane Habert, qui commençait par un entretien avec Philippe Descola, celui-ci commence par un entretien avec Claude Blanquert, qui raconte cette histoire naturelle de l'homme,
d'une science de l'homme dont on peut suivre la construction depuis Buffon jusqu'à la fin du 19e, et pour laquelle la nature n'est jamais l'autre de l'histoire de la société ou de la culture, je le cite, mais désigne ici, loin de toute limitation biologique, l'ensemble des caractères qui distinguent un être ou une classe d'êtres de tous les autres objets qui l'entourent. On pourrait parler peut-être d'une sorte d'hippocratisme, cœur de la modernité, sur lequel, aux yeux de Blanquert, qui sert de terrain, un analogisme qui doit être pris en compte aussi dans la construction des sciences sociales et de toutes les analogies dont elles ont pu bénéficier à travers l'organicisme, notamment. Donc, on pourrait certainement rentrer dans la modernité assez loin pour montrer que les analogismes naturalisants dans leur forme processuelle et de distribution des natures puissances perdurent à travers cette modernité. Et que si cette modernité a pu exacerber le naturalisme au sens 3, celui qui joue à séparer la convention et la nature, mais comme Antiphon y jouait déjà, et s'il a pu parfois dans certaines traditions philosophiques prendre une importance considérable, notamment dans l'idéalisme allemand, il n'est que cela. Donc, quand la tour voit l'explosion de cette couche idéologique, naturalisme entre guillemets, sous l'effritement de ce naturalisme séparatiste, voilà, je l'appelle parfois comme ça pour que ce soit plus clair, il retrouve le fond naturalisme porté par l'analogisme. Et peut-être que l'un est le sol sur lequel l'autre apparaît comme une couche superficielle. Ce qui nous renverrait une complexité de l'analogisme, qui garderait en lui de nombreux schèmes mobilisables de cet analogisme naturalisant qui serait le fait de cette histoire européenne, mais du coup beaucoup plus facile à faire entrer en comparaison avec d'autres traditions analogistes asiatiques, par exemple. Ça m'amène à l'idée que cet analogisme, constitué par sédimentation de schèmes, est peut-être une ontologie dans laquelle nous pouvons, selon les pratiques, les arts de faire, les arts de gouverner que nous saisissons, faire remonter certains schèmes sédimentés. Et pourquoi pas ceux de l'animisme. Et dans sa contribution, Frédéric Keck nous avait montré comment la préparation suscite la remontée d'un animisme synégétique. Alors, pour conclure, je reviens au terme choisi par Esther Duflo. Elle a dit nature. Est-ce que c'était mal? Tout dépend si on pense que à chaque fois qu'on dit nature, il faut le rabattre sur ce terme sur le naturalisme séparatiste, celui d'un idéaliste allemand, par exemple. Nous savons maintenant que sous ce naturalisme, il y en a un autre ou plusieurs, l'enchevêtrement des natures interagissantes et fluctuantes, lui-même adossé à un analogisme processuel. Garder le terme, c'est peut-être alors du coup savoir qu'il est porté par une histoire plurielle, et puis alors peut-être que c'est une recommandation qu'on peut faire à Esther si un de ces jours elle voit cette vidéo, c'est qu'on peut traduire. On peut traduire quand on le pense, pour éviter de se faire dire que c'est pas bien. Donc, pourquoi pas le terme heureux, que je trouvais de pluribiose, récemment introduit par Charlotte Brive. Je vous renvoie à la séance qu'elle nous a proposée dans ce séminaire. Mais un signe qui engage à traduire ainsi les propos d'Esther Duflo et à lui faire ce crédit, c'est peut-être qu'elle conclut à la nécessité de la préparation. Et je reviens, si on suit les suggestions de Frédéric, penser la situation en termes de préparation, c'est peut-être faire bouger le rapport humain non humain, propre au naturalisme entre guillemets. C'est peut-être aussi, et on pourrait l'envisager aussi dans le cas d'Esther Duflo, une inspiration qui vient d'Asie, où la couche analogiste est peut-être moins recouverte d'évidences séparatistes. Dans ce cas-là, elle aurait produit non pas une dépolitisation, mais une autre politisation, celle, et là je m'inspire toujours des thèses de Frédéric Keck, qui part de l'imagination, que les choses sont déjà arrivées, que l'enchevêtrement de nos natures est irrémédiable. Je vous remercie. Je vais
arrêter le partage d'écran. Je vais aussi ouvrir la voie aux questions, s'il y en a. Avec vos petites mains bleues. Patrick, je vais ouvrir le micro de Patrick. Ok. Bon, bah déjà, merci Arnaud. Alors, pour un non-philosophe, c'est quelque chose de très dense que tu nous as présenté là. Donc, on va sûrement dire des bêtises en posant des questions, en tout cas moi, certainement. Donc, j'ai essayé de te suivre dans les méandres de la pensée grecque et sur cette idée d'une nature qui serait fondée sur une pensée analogique, et donc qui serait très, très englobante. Donc, je vois bien le débat que ça peut poser pour des spécialistes comme Esther Duflo, toi, ou Frédéric Keck, ou des gens qui sont vraiment dans la pensée philosophique. Ce que je vis, moi, de tous les jours, c'est assez différent. C'est des gens qui ont intériorisé sans s'interroger sur les questions que tu poses. En réunion avec autour de conseils scientifiques, par exemple, il y a le CSRPN, le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, bon, tout ce qui porte naturel. Très, très clairement, il y a une nature idéalisée où l'homme est admis, peut-être, mais quand même admis plutôt comme un agent de perturbation qu'un agent d'action, en fin de compte positive. Et la subtilité que tu introduis dans la définition, elle est à des années-lumière de ce que les gens vivent, là, pour le coup. C'est-à-dire que pour eux, il y a la nature qu'il faut protéger, mais dans la nature qu'il faut protéger, c'est les petites fleurs, c'est les animaux, c'est tout ce qui n'est pas nous, en gros. Et puis il y a l'espèce humaine qui est la nuisance. Donc, quelque part, comment tu penses qu'on pourrait faire évoluer les gens pour avoir une pensée ben, plus relativiste d'une certaine manière, ou en tout cas qui permet de réintégrer l'humain dans la nature? Tu as vu la tentative que j'avais faite en disant qu'elle était morte, c'était une provocation, bien entendu. Hein. Je me retrouve dans ce que tu racontes, hein, avec cette nature, tout est nature, finalement, c'était ça qui était l'idée. Mais comment tu penses qu'un tel message peut être véhiculé dans la population ou avec les gens et partagé, surtout dans ces fameux conseils de protection de la nature? Ok. Alors, à la fin, j'étais prudent. Je disais peut-être il faut traduire. Parce que si je reprends ton article, si tu fais la critique, en effet, d'une croyance à la nature intouchée qui serait l'autre, donc voilà, on est bien dans cette idée séparatiste. Moi, je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec le fait qu'il faut faire la critique de ce séparatisme. Simplement, je relativise ce séparatisme, c'est-à-dire que oui, il y a certainement plein de gens qui pensent comme ça. Il y a des philosophes qui ont longtemps pensé comme cela aussi. Mais dans ton article, toi, tu finis par dire la nature est morte, vive les naturalistes. C'est-à-dire que tu as quand même, et même si tu redéfinis l'ensemble, si tu redécris un monde en termes de socio-écosystème, tu vas toi-même dire que dans socio-écosystème, sociaux et écosystèmes définissent peut-être deux pôles. Ouais, hélas, j'arrive pas à m'en sortir. Deux pôles d'une chose dans laquelle il y a des objets de naturalistes et puis il y a des objets de sociologues, disons. Je voudrais l'éviter, mais effectivement, ça conduit à ça, exactement ce que tu dis. Bon, mais mon médecin là, qui décrit ces macrocéphales, ça ne le gêne pas qu'il y ait du nomo, c'est de la fusis. Simplement, c'est des choses qui sont en interaction, qui sont meubles. Ce ne sont pas des continents qui ne se seraient pas déjà interpénétrés, modifiés l'un l'autre. Si on les prend comme des concepts descriptifs qui permettent de prendre un pôle des choses. Ouais, c'est ce crédit que je voulais peut-être faire à Esther Duflo, c'est que quand elle dit la nature est plus forte que nous,
je suis d'accord, on est dans cette formulation, on peut entendre de manière tout à fait naturaliste, séparatiste. Simplement, quand elle se met à parler de préparation, peut-être elle a admis l'enchevêtrement irrémédiable de ces choses et que le procès en métaphysique de la sauvagerie euh, est peut-être plus d'actualité dans ce cas-là. Donc, et peut-être que ces gens qui veulent préserver des espaces de wilderness sont en fait tout à fait au courant qu'il s'agit d'instituer de tels espaces, que cette nature est déjà profondément transformée par un certain nombre de conditions induites par les sociétés humaines, et qu'on est en train de parler d'un continuum. Ça crée c'est un obstacle. Alors, si c'est un gros obstacle, il faut les obliger à traduire. Ça reste un gros obstacle. Parce que si tu veux, le rêve du naturaliste classique, bon, bien sûr, on caricature quand on dit ça, c'est d'un côté les espaces de wilderness sanctuarisés et de l'autre côté les espaces où l'homme intervient. Ce qui peut à terme conduire à Mad Max. C'est-à-dire que d'un côté, on aurait du wilderness sanctuarisé, puis de l'autre, des espaces où finalement on peut y aller gaiement. Ce n'est pas le problème, vu que là, l'homme est important. OK. Mais alors, ma question, c'est est-ce que tu n'as pas deux problèmes? C'est que tu as le problème avec ceux-là, ceux qui voudraient préserver des morceaux de nature, dans lesquels l'homme n'interviendrait pas, mais est-ce que tu n'aurais pas un problème symétrique avec... parce que dans ton article, tu passes par le moment où tu dis il ne faut pas oublier que les sociétés humaines font partie de la biocénose. Oui, totalement. Bon. Ça, tu vas avoir des sociologues ou des anthropologues qui ne vont pas être d'accord. Ah oui, d'accord. Donc, Ça me semble une réalité, mais bon, on peut ne pas être d'accord, effectivement. Donc, toi, tu dis la nature est morte, tant mieux, mais on a besoin des naturalistes, c'est-à-dire qu'on a besoin de naturalistes pour suivre les enchevêtrements du naturel et du social. C'est ça. Tu as besoin du savoir des naturalistes. Et tu ne voudrais pas non plus d'une approche, d'un sociologisme ou d'un anthropologisme qui fasse que l'ensemble du continuum doit être constamment toujours, abordé que d'un point de vue sociologique. Bien sûr. Donc, tu veux garder une polarité dans laquelle on puisse suivre l'ensemble de l'enchevêtrement, aussi bien à partir de savoir naturaliste que de savoir du social. C'est pas tellement que je voudrais me débarrasser de cette polarité, mais conceptuellement, je n'y arrive pas. Mais bon, voilà. Mais bon, il ne faut peut-être pas qu'on monopolise la parole. Il y a Dominique Riton qui, sur le chat, nous donne quelques éléments de réflexion. On peut peut-être les Très partager. bien, parce que je ne vois pas de petites mains encore, c'est pour ça que je nous laisse Oui, parler. non, mais c'est simplement. Alors, Ah, il y a Aliénor vais... aussi. Ah ben alors, Bon. je donne la parole à Aliénor, ou alors est-ce que Dominique veut dire oralement? Je pense que Dominique s'était manifesté en premier, puis après Aliénor. Ok. Dominique, j'ouvre le micro. Oui, moi, j'ai l'impression que Patrick voit les choses avec une, je sais pas, une lentille déformante. J'ai l'impression que ce contact permanent avec les écologistes, opposés aux écologues, etc., le met dans une perspective où, de la protection de la nature, entre guillemets, à tout prix, contre l'homme toxique, etc., qui modifie les choses, ça ne devrait pas être. J'ai l'impression que l'idée dominante actuelle, elle est plutôt l'inverse, encore très largement, partout dans le monde. C'est-à-dire un séparatisme qui fait plutôt la part belle à l'humain, qui est considéré par définition comme un être à part, supérieur, toujours par définition honorable, etc. Ça étant parfois simplement une couverture pour ceux qui veulent tirer leur épingle du jeu, mais il n'empêche quand même que l'idée dominante encore, comme ça, c'est pas les protecteurs de la nature avec un N majuscule,
qui ont le plus droit de cité dans les États, etc., actuels. Donc ça, c'était ma première réflexion. J'ai l'impression que la vision de Patrick, elle est biaisée par ses fonctions, quelque part. Sa participation à la vie sociale dans un ensemble particulier. Et puis, comme biologiste, moi, je pense que de toute façon, l'épigénétique, que maintenant on arrive à mieux décoder, etc., que du temps des Grecs, est quand même là pour nous rappeler tous les jours que cet enchevêtrement, il est là, il est irrémédiable, il va faire que croître et embellir. Mais enfin, disons que le plus ni moins qu'avant, je ne sais pas, il y a des bases biologiques au continuum naturel, une relation entre nature, homme, etc., qu'on a sous la main et qu'on n'avait pas avant. C'était dans le domaine plutôt de la pensée. Maintenant, ça se traduit en termes d'ARN messager, d'ADN, de tout un tas de choses biologiques. Les macrocéphales sont devenus réalité. Ben, les macrocéphales, c'était un exemple un peu gros, et qui, d'ailleurs, dont il n'est pas sûr qu'il y a des générations où on ne torture plus le crâne, ça soit plutôt macrocéphale. Mais il y a bien d'autres choses qui montrent que l'environnement dans lequel on vit te modèle dès la vie intra-utérine. Donc, évidemment, Mais, ça se voit moins à l'œil nu, mais c'est quand même extrêmement patent. alors du coup, je crois que je suis d'accord avec vous deux. Je laisserai à Dominique la responsabilité de ce qu'elle dit du regard et du point de vue de Patrick, biaisé par cette participation à des instances Non, elle a particulières. raison, elle a totalement mais, raison. Hein. Mais c'est vrai. mais très bien, pour moi, je ne dis pas que le séparatisme n'existe pas et qu'il n'est pas un problème. Je dis juste comment dire, euh, qu'il n'est pas toute notre histoire. Non, non, mais je pense que c'est un phénomène qui est finalement relativement nouveau. Alors, est-ce qu'il va prendre le dessus sur l'autre attitude qui a quand même prévalu pendant, en tout cas, au moins tout le XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, encore XXe, très largement et de plus en plus. Mais bon, si ça a quand même été plutôt dans l'autre sens que ça a fonctionné pendant longtemps, quelque part. Alors, bon, l'élément supplémentaire de réflexion pour moi, c'est que là, lorsque tu exposes et tout ça, c'est une étude personnelle, donc c'est normal, mais on est très occidentaux dans notre vision de conception, etc. Je pense que quand même beaucoup de philosophie orientale, enfin extrême orientale essentiellement, on prend même une relation entre nature et culture, entre le continuum des êtres vivants, etc., profondément différente. Ça ne veut pas dire que tout le monde en Extrême-Orient applique ça dans sa vie quotidienne, mais presque quand même. Il suffit d'être à table dans une campagne avec des Chinois pour voir combien il y a de réflexion en permanence sur ce qu'on mange devient soi. On ne peut pas manger les mêmes choses au même moment de sa vie. Il y a des interactions permanentes. J'ai l'impression que l'impermanence des choses est aussi ce continuum de la nature et de l'homme est beaucoup plus ressenti. Et à la limite, in fine, le nirvana à atteindre, c'est une espèce de fusion complète de l'univers où la nature est une. C'est-à-dire qu'on n'est jamais qu'une petite poussière au milieu de tout ça, et c'est là qu'on ressent l'accomplissement parfait. Mais j'aurais tendance
L'histoire que je racontais, c'était le fait que notre naturalisme était une torsion particulière dans l'histoire d'un analogie. Oui. Et dire ça, c'est dire qu'au fond, un analogisme occidental est donc un autre analogisme qu'un analogisme oriental. Mais ce sont quand même deux analogismes sur lesquels, qui recombinent différemment des éléments différents. Et que l'analogisme occidental a pu faire une part forte à sa couche séparatiste. Antiphon a pu devenir un héros de notre histoire moderne, particulièrement invoqué par certains types de pensées, certains types de pratiques. Mais ça serait sur le fond d'un socle qui rend la comparaison, et si ce socle s'effrite, la comparaison possible avec d'autres analogismes devient de plus en plus excitante et possible. Et je continue, et voilà, et le disant ainsi, je le dis de manière analogiste aussi, c'est-à-dire que les ontologies à ce moment-là de ces différentes sphères deviennent la combinaison des mêmes éléments dans des proportions Avec des proportions différentes. Et des motifs différents. Aliénor a demandé la parole. Oui. Si tu me permets, attends, il faudra lui donner, si tu me permets, pour pousser un petit peu le raisonnement, moi je voudrais te pousser vers la philosophie de combat, si tu vois. C'est-à-dire que Dominique a raison, l'expérience dont je vous fais part, elle est liée à ma fréquentation des milieux dits naturalistes, c'est-à-dire des milieux protecteurs de la nature. Je ne fréquente pas que, je fréquente aussi les paysans, hein, pour des histoires de population de campagnols, etc., et de dégâts aux cultures. Et là, l'alternative que j'ai souvent, enfin que moi maintenant, mais que j'ai eue, c'est il faut choisir entre les bus et les paysans. Bon, en gros, il y a le sauvage qui nous emmerde et moi, j'ai une exploitation à faire tourner. Et la question que je voulais te poser, c'est quand même, comment tu passes, je comprends ce que tu veux nous dire, on n'est pas condamné au séparatisme, c'est ça finalement. On a dans la pensée occidentale tous les éléments antécédents qui nous permettraient d'être dans quelque chose qui serait plus approprié par rapport à ce qu'on vit maintenant. Mais comment on fait passer ça dans une population? Comment on change la culture d'une population? Réponds pas tout de suite, on va laisser la parole à Aliénor quand même. D'accord, ça marche. Oui, bonjour. Je crois que Marie-Angèle avait aussi des questions dans le chat. Alors, je ne sais pas si ce que je vais… Voilà. D'accord. Donc, bon, alors, merci d'abord de ton exposé, puis de ta lecture qui vise à réinscrire le naturalisme dans un analogisme englobant, je dirais, qui est une lecture certainement séduisante et en tout cas vers laquelle on aurait envie d'aller. Voilà. Cela dit, il me semble que la grande force de l'analogisme, justement, c'est de résorber certaines sortes de conflictualité ou de séparation et de dissociation précisément dans la relation de comparaison, dans la relation, etc. C'est donc de retisser ou de tisser un monde qui permette de faire des liaisons dans tous les sens avec les différentes natures, les unes sur les autres, etc. Le naturalisme, en revanche, c'est quand même un régime de conflictualité qui se lie évidemment massivement dans l'opposition entre l'homme et la nature, mais aussi d'autres conflictualités. Voilà. Et donc, il me semble que les résistances du naturalisme à l'englobement analogiste qu'on peut souhaiter sont quand même extrêmement grandes et qu'on peut les repérer à des régimes de conflictualité. Et là, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Patrick et te poser une question à ce sujet. Clairement, alors là, je ne vais pas trop parler des pratiques parce qu'on est plus dans l'ordre du savoir, qui est une pratique aussi, mais donc je vais un petit peu m'en tenir au régime des savoirs avec quelques petites, comment dirais-je, quelques petites anecdotes sur des pratiques plus larges. Donc la question des conflictualités dans le domaine du savoir, elle se lie dans la difficulté qu'il y a à fabriquer un langage commun, et particulièrement, évidemment, un langage commun qui articule sciences humaines et sciences sociales. Par exemple, pour les questions de biodiversité, et on va arriver très vite à nos questions de pandémie et de virus. Je veux dire, quand il s'agit
pas seulement de dire qu'on a affaire à des socio-écosystèmes, donc de mixer du social et du naturel, mais je veux dire de le saisir, par exemple, au moyen d'indicateurs. Ben, on va fabriquer des indicateurs qui vont mixer des éléments de sciences économiques ou des éléments, enfin essentiellement d'ailleurs des éléments de sciences économiques, parce qu'on considère que ça c'est du positif qu'on peut tenir, et puis des éléments de sciences naturelles concernant les espèces, la quantité des populations, etc., etc. Donc en fait, on n'a pas affaire du tout à une analyse d'un socio-écosystème en tant qu'on aimerait qu'elle ait lieu. On a affaire à deux blocs qui essaient de fabriquer ensemble des indicateurs qui saisissent en fait pas grand-chose. Donc voilà, c'est conflictualité et difficulté à passer par-dessus, je veux dire, quand même un partage qui se repère aussi donc, dans l'encadrement, dans les pratiques du droit, enfin, à travers la notion d'environnement particulièrement, je veux dire, bon, qui est quand même, je veux dire, une répétition, une redondance, et puis qui se repère dans la formation du conseil scientifique, où on a des médecins, etc. Et puis, on a une anthropo qui est spécialiste des fake news. Alors ça, je trouve ça quand même absolument génial. Hein, c'est-à-dire que si les sciences humaines ont quelque chose à dire sur la pandémie, ben, c'est qu'il ne faut pas se fier aux fausses nouvelles. Bon, bref. Alors, pour encore un mot sur le régime du savoir, ben ça, c'est quelque chose qui me semble un peu, comment dirais-je, à l'arrière-plan de ta présentation, mais que tu n'as pas en fait dit. Donc, j'aimerais bien t'entendre là-dessus. C'est un peu la deuxième question. C'est dans l'ordre du savoir, donc la conflictualité ou les conflictualités, c'est aussi parfois, je veux dire, des représentations hégémoniques. Et dans le naturalisme, pour le coup, naturalisme métaphysique, etc., je veux dire, il y a cette idée quand même que c'est la physique, et non pas les sciences de la vie qui constituent le modèle en dernier ressort et le modèle intégrateur finalement de toutes les autres sciences. Ça, c'est très fort dans les projets de naturalisation, d'intentionnalité, etc. Et ça se lit dans les conflictualités parce que sur Twitter ou sur Facebook, on voit aussi nos collègues s'empoigner comme Esther Duflo et Pierre Charbonnier. Et par exemple, récemment, il y a eu des diatribes contre tout ce qui avait à voir avec les philosophies de la vie. Comme si faire rentrer la vie, donc la vie, le vivant, mais aussi bon, la nature, les plantes, etc., comme, disons, ce à partir de quoi il faudrait penser la naturalité, eh bien, c'est errer. Ça nous conduirait vers du vitalisme, vers du spiritualisme, une substantialisation inadaptée, alors qu'en fait, effectivement, c'est à la physique qui décrit les derniers ressorts de la matière qu'il faut, disons, qu'il faut s'attacher pour passer par-dessus la séparation sens humaine, sens social aussi, mais avec l'hégémonie de la physique. Voilà, et dernière petite chose qui est plus pratique, concernant le partage nature-culture, mais dans la vie, pas dans les régimes de savoir, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui est extrêmement frappant quand même, et puis plus ça va, plus c'est même terrifiant, c'est la dénégation de l'existence même de la contagion et du virus. Enfin, moi, je vois ça galoper, pas autour de moi dans le premier cercle, mais juste après. Et alors là, il y a quelque chose qui est quand même vraiment vraiment, il ne faut pas que l'ordre social, l'ordre proprement humain soit perturbé par quelque chose qui lui est extérieur. Moi, je trouve que c'est quand même assez violent et qu'on n'en a pas fini avec ça. Voilà, désolée, j'ai été beaucoup trop longue. Et donc, 3 questions sur langage commun, sciences humaines, sciences sociales, sur le fait que ça peut être un analogisme au sens où tu le souhaites, qui permette de passer par-dessus ce naturalisme, qui est qu'une phase, un moment d'histoire, et puis, mais que peut-être le dépassement, il peut être un naturalisme hégémonique, physicaliste, qui n'est pas tout à fait la même chose. Et puis voilà, petite question. Je ne sais pas si je vais arriver à répondre à tout. Mais je partirai de la fin parce que, alors, je pense que les séparatismes sont nombreux. Hein. J'ai surtout pas voulu dire. J'ai voulu montrer que ce séparatisme, il était le rejeton d'une histoire
où le naturalisme avait des formes plus fondamentales sur lesquelles on peut encore s'appuyer, parce que c'est un naturalisme qui est un produit de l'analogie. Et ça n'empêche pas qu'il ait de la force dans le discours, qu'il soit porté par des intérêts, par des conflits, et que ce soit puissant. Et alors, il y a plusieurs manières d'être séparatiste et hégémoniste depuis un des pôles de ce qui est enchevêtré. Et alors, il y en a un qui vient et de la société et parfois des sciences humaines et sociales. Celui par lequel tu finis, cette impossibilité de faire droit à l'existence au cœur du social de phénomènes qui sont les objets du naturaliste. La contagion, cette impossibilité. Mais là, je pense que il y a beaucoup de débats aujourd'hui où les sciences humaines et sociales sont devenues sourdes. Enfin, pas toutes, mais un certain usage des SHS sur beaucoup de sujets chauds, même que je ne nommerai même pas, sont devenus incapables même de dialoguer avec les sciences de la vie, parlant des mêmes objets. Et donc ça fait partie ensuite peut-être de quelque chose qu'il faut analyser d'un point de vue aussi de sciences sociales et humaines en termes d'évolution de nos sociétés, de rapports de force entre des traditions critiques. Et donc il y a peut-être une question aussi d'histoire sociale et politique à faire de ce type de séparatisme-là. On pourrait parler donc il pourrait y avoir de l'hégémonisme de sciences physiques, certainement. Il peut y avoir aussi du déni venant des sciences sociales et humaines, des formes de sociologisme, dont il y aurait des formes savantes, et puis des formes courantes dans le déni, par exemple, de la réalité d'un phénomène qu'on a du coup envie d'appeler naturel. C'est pour ça que moi, je ne veux pas complètement perdre ce mot. J'ai envie de pouvoir dire à des gens qu'il y en a, la nature, qu'il y a des naturalistes, et je veux finalement réclamer ce droit après avoir dit que tout ça a été enchevêtré, qu'il y a des natures, qu'on peut les étudier, qu'elles ne sont pas indépendantes de la modification que l'ensemble de nos sociétés qui sont faites aussi par des agents sociaux qui sont par ailleurs des vivants, et que tout ça fait un enchevêtrement de choses qu'on peut pas passer d'un côté de l'autre. Mais là, je fais que réciter mon Latour, qui nous explique que ce séparatisme moderne, il ne cesse de produire des hybrides. Et il ne peut pas faire autrement. Et là, alors, avec Latour, on aurait une formulation en termes d'inconscient. Il ne le dit pas, je crois, comme ça, mais le travail de purification s'accompagne d'un travail d'hybridation dans son dos. Et il faut qu'il y ait les deux pour qu'on puisse continuer à purifier dans ce cercle moderne. Mais au fond, donc je sais pas, je réponds un peu dans le désordre, peut-être à ces différents niveaux que tu as développés. Mais pour revenir à la pandémie, on pourrait dire que si elle est un événement symétrique, et à nouveau en prenant les choses en termes latouriens, c'est bien qu'elle le fait peut-être alors d'une autre manière que la crise écologique qui était au centre de l'attention et y reviendra, peut-être un peu éclipsée pendant un moment par cette crise pandémique. Cette crise pandémique, elle fait venir au premier plan une forme de symétrie, un effet de la société sur l'écosystème et d'un retour vers la société. La symétrie, et beaucoup de gens résistent peut-être à cette prise de conscience de la symétrie à cette occasion, cette interpénétration des choses, si on ne veut pas dire des natures, des formes de vie. Mais ça veut... est-ce qu'il y a, si j'ai donné l'impression d'un irénisme analogique, je voulais surtout pas que ça empêche le fait. Je pense qu'il y a des discussions difficiles, voire irréconciliables sur le terrain savant.
Mais est-ce que peut-être, parce que Marie-Angèle a levé aussi la main, on lui donnerait aussi la parole. Pardon, je me suis trompé, Marie-Angèle, j'ai appuyé sur la petite main au lieu de la libération du micro. J'ai vu que Thierry avait levé la main. Pardon. Voilà. J'arrivais pas à réactiver mon micro. Oui, je voulais revenir sur la diapo, la deuxième diapo d'Escola. Ouais, diachronique. Voilà, lorsque vous avez marqué le fait que pour un passage d'un état à l'autre, on augmentait la différence entre les intériorités. Alors, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'il y a un double mouvement. D'une part, certaines sciences et certaines décisions juridiques rapprochent au contraire les intériorités, et très fortement, dès qu'on parle de sensibilité des plantes, dès qu'on parle d'intelligence, etc., tout ce vocabulaire d'aujourd'hui tend à rapprocher les intériorités, comme on avait rapproché les physicalités à partir de Darwin. On a beaucoup de mal à le faire, mais enfin, on le fait plus ou moins. Donc, en droit, c'est ce que j'ai appelé l'animisme juridique, qui marque bien cette idée d'un retour partiel, en tout cas, à un renouveau des formes, un renouvellement des formes plus anciennes. Mais alors, si on repart de l'idée de préparation, en réalité, elle peut aussi bien conduire à plus d'animisme qu'à plus de séparation. Et alors, là, c'est presque une question que je vous pose. Le vaccin, la gestion qu'on appelle moyenâgeuse de la pandémie par les distances, les confinements, etc., par rapport au vaccin, qui est la forme moderne, est-ce qu'il y a plus de séparatisme d'un côté que de l'autre? C'est assez difficile à dire parce que le vaccin, il s'appuie aussi sur la naturalité du virus et sur la naturalité de nos réactions au virus. Mais ce qui m'étonne toujours dans cette histoire, c'est le fait qu'on ne se repère jamais par rapport à la grippe espagnole. Or, la grippe espagnole, il y a eu en 18 mois, et il faut bien se dire qu'on n'est plus très loin des 18 mois, on y sera en septembre, hein, même un peu avant. Elle a duré 18 mois en 3 vagues, et puis la virulence s'est atténuée, et il y a eu 2 vaguelettes, l'une en 1920 et l'autre en 1921. Or, personne ne s'intéresse à ce qui s'est passé entre la fin de la 3e vague, en 1919, et les 2 vaguelettes de 1920 et de 1921. Sachant que là, il n'y a pas eu de séparatisme technologique, puisqu'on n'a eu aucun moyen ni de soigner, ni de vacciner. Alors, c'est intéressant parce qu'avec tous nos moyens actuels, on en est à la 3e vague. Et donc, j'aimerais savoir s'il y a quand même des virologues qui s'intéressent à ça. Voilà, merci. Alors, je vais enlever mon écran. Voilà. Alors, je ne vais pas pouvoir répondre à tout et surtout à la place des virologues. Je dans l'assistance peut-être qui est plus familier que moi avec le virus. Simplement, juste sur la question du début, sur l'animisme. Alors, j'ai suivi à la fin les suggestions de Frédéric. Et si on reprend, alors lui, il avait fait sa présentation en juin dernier. Et si on reprend le début de son livre sur les sentinelles des pandémies, hein, il essaie de montrer comment les types de gestion de la crise, sous la forme de la prévention, de la préparation, de la précaution, refont jouer des formes d'ontologie différentes, analogistes,
animiste du côté de la préparation, et puis la négociation avec la précaution et le vaccin, qui remet en jeu les certitudes du naturalisme dans ce débat-là. Moi, je pense aussi qu'il y a des tas de... Quand on se plonge dans des pratiques, dans des techniques, elles ont, je crois, la vocation à faire revivre des schèmes qui peuvent être sédimentés dans notre longue histoire ontologique. Je pense qu'on peut faire, avec Michael Crevoisier, on a commencé à travailler là-dessus sur par exemple, l'animisme que pouvaient porter les techniques cinématographiques. Pourquoi est-ce que les discours critiques au long du XXe siècle ont parlé de l'âme des choses au cinéma? Pourquoi les choses semblent avoir une âme? Le vent, l'eau. Bon, notre animisme peut revenir peut-être dans des... On peut jouer peut-être avec notre ancien animisme à l'intérieur de bulles. Et je pense que c'est la piste aussi que suit Frédéric en regardant comment l'imagination rentre en jeu dès que nous mettons en œuvre des techniques qui soient plutôt de vaccination, de préparation ou de prévention. Du coup, là, j'ai peut-être pas plus de réponses que ça, mais je pense que sur l'animisme, il est en effet un schème dont certaines de nos techniques peuvent jouer. Et alors, mais j'ai l'impression que dans votre question, Marie-Angèle, le séparatisme devenait quelque chose de beaucoup plus concret que la séparation du social et du naturel en général dans le naturalisme, et de véritables voilà, actions concrètes de séparation des populations, des gens, le masque, le confinement, c'est peut-être une chose différente. Et le saut dans le salut dans la technologie. Oui, mais alors est-ce qu'on pourrait dire que le croire au salut par la technologie et au vaccin nous replace dans le séparatisme ontologique? C'est possible, mais pas nécessaire si on le prend dans le schème de la séparation. Il est 18h34. Je crois que Thierry voulait vous poser une question. Peut-être qu'il faut qu'on lui donne la parole si mes réponses sont pas complètement satisfaisantes. Oui. Vous m'entendez là? Très bien. Ok. Bon, moi, c'est une question-remarque qui ne sera pas au niveau de ton exposé, mais tu te mettras à mon niveau, Arnaud. En fait, moi, c'est mes préoccupations en tant que sociologue. J'analyse la sociologie politique et environnementale. Et en fait, j'ai remarqué que il y a à la fois un conflit, par exemple pour les altermondialistes qui défendent justement les peuples premiers qu'on appelle parfois les peuples de couleur, enfin en tout cas en Amérique du Sud notamment, et ils les défendent par rapport aux questions environnementales, mais en même temps, généralement ils sont naturalistes, voire matérialistes, et donc ils n'apprécient pas trop, en l'occurrence, voire pas du tout, leur approche liées animistes, comme la Pachamama, toutes ces approches animistes. Et donc, en fait, il y a déjà une sorte de conflit. D'un côté, il y a une alliance, puisqu'en fait, ils avancent tous les deux contre les actions anti-écologistes, notamment pour les questions d'Amérique du Sud. Et de l'autre, il y a un conflit de vision. Voilà. Et donc, en fait, ça peut s'arrêter là. Ça peut, comment dire, c'est encore pire quand c'est des animistes en France. Voilà, c'est encore pire, donc ils ne travaillent même plus du tout ensemble. Mais quand c'est au niveau, disons, quand c'est des animistes qui sont donc, on va dire, pratiquent justement les activités comme le chamanisme à l'extérieur, en Amérique du Sud, les alliances se font. En France, ça serait plutôt des conflits. Voilà. Mais donc voilà, c'était à la fois une remarque, plus qu'une question, mais si tu peux justement amener éventuellement des éclairages, des précisions, voire des corrections par rapport à ce que je te dis, ça m'intéresse. Oui, et ça me permettrait peut-être, comme il est 18h36, de répondre en même temps encore un peu à Aliénor et puis à la question laissée aussi par Patrick sur la table. Ces questions de conflit, de points de vue très différents sur les mêmes situations, éventuellement de points de vue qui peuvent être analysés selon les différents types d'analogies. Encore une fois, même dans le livre de Frédéric, il ne cesse de décoder ces situations où les gens ont en tête
des ontologies et des pratiques différentes en abordant la même situation. C'est des choses que Latour a analysées dans ses réseaux, et la façon dont des gens impliqués dans les mêmes problèmes arrivent avec des points de vue aussi irréconciliables. Mais alors, du coup, j'ai envie de dire, et ça sera pour répondre aussi à Patrick, on pourrait dire que, quand il disait, mais qu'est-ce qu'on fait pour expliquer aux gens que la manière dont ils sont en train de penser va faire partie du problème. Si je prends l'exemple des campagnols de Patrick, il y a un livre qui sortira bientôt sur toutes les recherches menées par Dominique, par Patrick, suivant le fil du campagnol, l'échinococcus alvéolaire dans le Jura. Au fond, je dirais alors, à Patrick, mais ça répondra peut-être un petit peu à ta question, quand par un travail de terrain, les équipes de chercheurs de l'Université de Franche-Comté ont fini par réussir à faire comprendre à des agriculteurs que la solution phytochimique contre les campagnols les encerclait, les mettait dans un cercle vicieux. Et qu'une autre approche du problème construite à partir de la boîte à outils qu'ils ont construit avec des décennies d'études, en leur montrant quand on arrive au moment où le campagnol pullule, c'est déjà fini, et qu'il y a des tas de pratiques qu'il faut réinventer avant pour réussir à maîtriser le problème. Mais au fond, maîtriser le problème avant qu'il apparaisse, c'est apprendre cette symétrie. C'est qu'on est pris dans une situation où les choses sont enchevêtrées de telle sorte que des ruptures d'équilibre vont rejaillir sur tous les éléments du système. Donc, j'ai l'impression que je n'ai pas du tout répondu à ta question, Thierry. Je voulais dire, moi, que quelle que soit la diversité des ontologies ou des conceptions avec lesquelles les gens arrivent sur une situation conflictuelle, c'est peut-être dans la description des interdépendances des choses en conflit qu'une voie peut être ouverte et où l'écologue nous sert. Mais je ne sais pas si j'ai répondu. Non, mais en fait, non, mais ça m'intéresse. Simplement, toujours, je n'ai pas posé une question précise, c'était plutôt une remarque qui est proche de ta réflexion. C'est juste pour savoir s'il y avait effectivement une approche complémentaire ou bien une correction à faire par rapport à ce que je disais. Mais simplement, moi, par rapport au conflit justement des visions, bon, pour résumer, c'était ça, c'est que un altermondialiste préfère travailler avec on va dire, un animiste de l'Amérique du Sud. Et si jamais il y a un écologiste animiste qui travaille avec les Français, bon voilà, ils vont se battre directement, en quelque sorte. C'est un peu ça le parallèle. L'animiste, il est bien, c'est de loin. Sinon, c'est un sectaire, quoi. C'est un peu ça Mais bon, ça, c'est une observation. Il n'y a pas vraiment en plus d'autres choses à dire. D'accord, bon alors Mais c'est ce si, que ça m'a inspiré en réponse. Je suis désolé si c'est pas complètement satisfaisant. Il y avait encore une petite question, et après il faudrait rendre l'antenne, mais Frédéric, qui avait une mauvaise connexion, me demande si comment tu comprends la citation grecque selon laquelle l'Asie et l'Europe ont des natures différentes. En fait, dans cette citation, si je la partage encore une fois, ce sont toutes les choses. Alors attendez, non, c'était dans ce sens-là. Alors oui, c'est ça. Il y a donc il y a la citation qui dit: je dis que l'Asie diffère au plus haut point de l'Europe par la nature de toute chose. Donc là, c'est pas c'est la nature de toute chose. Et sum panton, c'est très fort. C'est tout ce qu'on peut rencontrer là-dedans qui a des natures, depuis les eaux jusqu'aux cavités des hommes et des femmes, etc. Et les natures de chacun différentes selon les humeurs qui prédominent dans chaque corps. Mais comme on a la nature du pays, la fusis tescores, et qu'on peut en décrire la façon dont prédomine tel ou tel élément à l'intérieur de tel ou tel pays, il n'y a pas de limite à cette totalité des natures par lesquelles on peut contraster l'Asie et l'Europe, qui
l'une étant plus une terre de contraste et l'autre plus une terre tempérée, l'Asie plus tempérée et l'Europe plus contrastée. Cette loi de la tempérance ou des contrastes va pouvoir se retrouver à l'intérieur de toutes les natures qui se trouvent dans chacun de ces blocs. Donc, je vais cesser le partage d'écran. Voilà. Donc, on voit à nouveau comment on pourrait dire face à Gaïa avec Hippocrate, et cette diversité des natures enchevêtrées qu'on peut rassembler dans des grands ensembles et comparer les uns aux autres comme des combinaisons différentes, on pourrait des proportions différentes d'éléments similaires. Voilà. Il est 18h42. Je pense à moins que je ne vois pas de petites mains, il y a peut-être encore des messages, mais ce que je vais faire, c'est que on va arrêter l'enregistrement et puis on va rester un petit peu entre nous. On va dire au revoir aux gens qui nous regardent peut-être. Et ne manquez pas le prochain épisode.